Alors, je vais lire un texte d'Oscar Wilde, enfin plutôt un extrait de son livre Dans l'âge d'Èche à Paris et à Londres, donc de George Orwell. Et en fait, enfin, ce livre, enfin, j'ai trouvé vraiment bien. Bon, peut-être que qualitativement, il est moins bien que 1984, mais il est quand même super intéressant quand on s'intéresse un petit peu euh, à la vie des vagabonds, quoi, des gens vraiment pauvres, et de leur existence et de leur rapport à l'argent. Et on voit quand même pas mal de choses très intéressantes dessus, quoi. Et bon, on est dans les années 1920, un truc comme ça, un peu plus à la fin des années 1920. Et George Orwell, il vient de passer un séjour dans les cuisines d'un hôtel. Et il en a eu une très très mauvaise expérience parce que il s'est aperçu en fait des conditions très très difficiles qu'il pouvait y avoir là-bas. Et, euh, et il travaillait 14 heures par jour et ils avaient seulement un jour de repos le week-end. Et c'était vraiment la misère pour lui et pour tous ceux qui faisaient ce travail-là à cette époque. Et du coup, il en parle dans cet extrait. Le, le chapitre que je vais lire, c'est le chapitre 22. Mais je ne vais pas le lire en entier. Il est un petit peu long et je pense que je perdrais en attention si je le lisais en entier. Mais peut-être qu'une fois, je le lirai en entier. Donc je vais vous lire l'extrait. Considérons comme acquis que le travail d'un plongeur est en très grande partie inutile. La question qui vient alors à l'esprit est: pourquoi le plongeur doit-il continuer à travailler? J'essaye de dépasser la cause économique immédiate pour me demander quel plaisir cela peut bien procurer à qui que ce soit de se dire que des hommes sont condamnés à nettoyer des assiettes leur vie durant. Car il n'est pas douteux que des gens, les gens nantis d'une confortable situation, prennent un réel plaisir à cette pensée. Un esclave, disait déjà Canton, doit travailler quand il ne dort pas. Peu importe que ce travail soit utile ou non, il faut qu'il travaille, car le travail est bon en soi, pour les esclaves tout au moins. Ce sentiment est encore vivace de nos jours, et on lui doit l'existence d'une multitude de besognes aussi fastidieuses qu'inutiles. Je crois que cette volonté inavouée de perpétuer l'accomplissement de tâches inutiles repose simplement, en dernier ressort, sur la peur de la foule. La populace, pense-t-on sans le dire, est composée d'animaux d'une espèce si vile qu'ils pourraient devenir dangereux si on les laissait inoccupés. Il est donc plus important de faire en sorte qu'ils soient toujours trop occupés pour avoir le temps de penser. Si vous parlez à un riche n'ayant pas abdiqué de toute probité intellectuelle, de l'amélioration du sort de la classe ouvrière, vous obtiendrez le plus souvent une réponse du type suivant. Nous savons bien qu'il n'est pas agréable d'être pauvre. En fait, il s'agit d'un état si éloigné d'une autre qu'il nous arrive d'éprouver une sorte de délicieux pincement au cœur à l'idée de tout ce que la pauvreté peut avoir de pénible. Mais ne comptez pas sur nous pour faire quoi que ce soit à cet égard. Nous vous plaignons, vous les classes inférieures, exactement comme nous plaignons un chat victime de la gale, mais nous luttons de toutes nos forces contre toute amélioration de votre condition. Il nous paraît que vous êtes très bien où vous êtes. L'état des choses présent nous convient, et nous n'avons nullement l'intention de vous accorder la liberté. Cette liberté ne se traduirait-elle que par 1 heure de loisir de plus par jour. Ainsi donc, chers frères, puisqu'il faut que vous suiez pour payer nos voyages en Italie, suez bien et fichez-nous la paix. Cette attitude est notamment celle des gens intelligents et cultivés. On la retrouve en filigrane dans plus de 100 essais. Parmi les nantis de la culture, bien rares sont ceux qui disposent de, mettons, moins de 400 livres par an. Et c'est tout naturellement qu'ils épousent la cause des riches, parce qu'ils s'imaginent que toute bribe de liberté concédée aux pauvres menacerait la leur. Redoutant de voir un jour se matérialiser quelque sinistre utopie marxiste, l'homme cultivé préfère que les choses restent en l'état. Il ne porte peut-être pas dans son cœur le riche qu'il côtoie quotidiennement, mais il ne s'en dit pas moins que le plus vulgaire de ces riches, est moins hostile à ses plaisirs, plus proche de ses manières d'être qu'un pauvre.
et qu'il a donc intérêt à faire cause commune avec le premier. C'est cette peur d'une populace présumée dangereuse qui pousse la plupart des individus intelligents à professer des opinions conservatrices. Mais cette peur relève davantage de la superstition que de la raison. Elle s'appuie sur l'idée selon laquelle il y aurait une différence mystérieuse, fondamentale, entre les riches et les pauvres. Une différence analogue à celle qui fait qu'il y a une race blanche et une race noire. En réalité, cette différence n'existe pas. Riches et pauvres ne se différencient essentiellement que par leur niveau de revenu, et rien d'autre. Le millionnaire moyen n'est rien d'autre que le plongeur moyen abhorrant un complet neuf. Changeons-les de place, et dites-moi, je vous prie, qui est le juge et qui est le voleur? Tous ceux qui ont partagé sans tricherie la vie des pauvres savent fort bien cela. L'ennui, c'est que l'homme intelligent et cultivé, l'homme chez qui on pourrait s'attendre à trouver des opinions libérales, cet homme évite soigneusement de frayer avec les pauvres. Car enfin, que savent de la pauvreté la plupart des gens cultivés? Cette ignorance conduit tout naturellement à une peur superstitieuse de la populace. L'homme cultivé se représente des hordes de sous-hommes n'attendant qu'un jour de liberté pour venir saccager sa maison, brûler ses livres, et le convaincre et le contraindre à conduire une machine ou à nettoyer ses WC. N'importe quoi, se dit-il, n'importe quelle injustice plutôt que de voir cette populace se déchaîner. Il ne comprend pas que dès lors qu'il n'y a pas de différence entre la masse des riches et celle des pauvres, il est vain de parler de populace déchaînée, car la populace est déjà déchaînée, et sous les espèces du riche, elle emploie son pouvoir à mettre en place ces bagnes de mortel ennui que sont les hôtels chics. Résumons donc, un plongeur est un esclave dévoyé, qu'on utilise pour effectuer un travail inepte et dans une très large mesure inutile. Et on continue à lui imposer ce travail parce que règne confusément chez les riches le sentiment que, s'il avait quelques moments à lui, cet esclave pourrait se révéler dangereux. Et les gens instruits, qui devraient prendre son parti, laissent faire sans broncher, parce qu'ils ne connaissent rien de cet homme et par conséquent en ont peur. Je cite ici le plongeur parce que c'est un cas que j'ai pu examiner de près. Mais on pourrait en dire autant pour une infinité de travailleurs de tout métier. Je ne fais que livrer quelques réflexions personnelles sur ce qui fait le fond de la vie d'un plongeur, sans m'occuper des questions économiques connexes. Sans doute ne brille-t-elle pas par l'originalité, mais c'est un bon échantillon des pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous avez travaillé quelque temps dans un hôtel. Je vous remercie, à la prochaine.